Je discute maintenant de cet enjeu avec Mireille Paquet, qui est politologue à la chaire de recherche de l'Université Concordia sur la politique de l'immigration. Bonsoir, Madame Paquet. Bonsoir. Le Canada ouvre donc plus que jamais ses portes à l'immigration. En 2025, le gouvernement Trudeau compte accueillir 500 000 nouveaux arrivants. C'est un demi-million. C'est quand même un record, il faut le rappeler. Est-ce que le Canada a la capacité d'accueillir autant d'immigrants? C'est une bonne question. Il y a plusieurs façons d'y répondre. Au niveau de la détermination des seuils d'immigration, je pense que c'est important de dire qu'il y a quand même toute une équipe au gouvernement fédéral qui, après avoir consulté les provinces et les territoires, les grandes villes aussi, font des efforts de modélisation importants pour décider finalement ou apprendre l'impact de différentes cibles sur plusieurs indicateurs au Canada, que ce soit le marché du travail, la dépendance aux services, l'accès au logement. Donc, j'ai assez confiance dans ce processus-là qui a bien fonctionné au cours des 20 dernières années. Mm-hmm. Par contre, c'est sûr qu'avec des cibles aussi importantes que ça, une des choses auxquelles on s'intéresse, nous, en tant que chercheurs et personnes qui travaillent beaucoup en immigration, c'est le fait que le gouvernement fédéral accuse des arriérés considérables au niveau du traitement des demandes d'immigration. Donc, quand on pense à la capacité de la société, moi, j'ai aucun doute sur la capacité des Canadiens, des Québécois, des personnes à l'échelle du Canada d'accueillir ces personnes-là. Et je pense que nos services d'intégration sont tout à fait en mesure aussi de répondre à ces cibles-là. Mais est-ce que le gouvernement fédéral lui-même sera en mesure de traiter les dossiers de façon efficace et d'éviter l'arriéré des dossiers? Ça reste une question. Puis je pense que c'est important de se la poser pour que les personnes qui décident de venir ici et qui choisissent le Canada comme destination et qui investissent beaucoup d'argent finalement pour immigrer au Canada, reçoivent des services qui sont à la hauteur de leurs besoins. Donc, des correctifs à apporter au niveau des traitements des demandes. Évidemment, le but du gouvernement canadien, c'est de venir à bout de la pénurie de main-d'œuvre sur les immigrants économiques, justement. Ottawa prévoit qu'il y aura plus de 60% des nouveaux arrivants qui seront dans cette catégorie d'ici 2025. Donc, ça va être, selon les prédictions d'Ottawa, des immigrants économiques. 60%, c'est quand même plus que de la moitié. Est-ce que cette cible, ça vous semble réaliste? C'est non seulement réaliste, mais c'est le ratio qui est en place au Canada depuis, au moins 15 ans. C'est-à-dire que dans nos planifications annuelles au pays, on vise à attirer un minimum de 60% d'immigrants économiques et ça, par le passé, des fois, été un peu plus haut, vers le 65. Donc, je vous dirais que c'est premièrement vraiment dans la continuité, mais c'est tout aussi réaliste parce que on reçoit beaucoup plus de demandes de personnes qui veulent immigrer en tant qu'immigrants économiques ou dans les catégories administratives de l'immigration économique annuellement qu'on en accepte. Donc, j'ai aucun doute que ces cibles-là sont réalistes. Bon. Pendant ce temps-là, au Québec, on a entendu le premier ministre François Legault qui garde son objectif de plafonner, lui, à 50 000 le nombre d'immigrants annuellement. Qu'est-ce que ça laisse présager pour le poids démographique du Québec au Canada? C'est sûr que je vais résister de faire des prédictions, mais c'est sûr que ça pose des questions importantes pour le Québec. Ça pose des questions, comme vous le dites, pour le poids démographique de la province. Et comme on le sait, il y a plusieurs des ressources que le Québec reçoit de la part du gouvernement fédéral, que ce soit au niveau des transferts en santé, des transferts en services sociaux, qui sont contingents au nombre de résidents dans la province. Donc, le Québec, en continuant à avoir des cibles relativement basses, non seulement peut perdre de son pouvoir politique, parce que c'est moins d'électeurs qui votent issus de la province, mais peut vraiment perdre aussi au niveau de son budget d'opération et des transferts fiscaux reçus par la province. Oui, parce que hier, à la Chambre des communes, le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Thérien, a affirmé que c'est clair qu'Ottawa place Québec face à un dilemme cornélien, je le cite là, entre son poids politique au Canada et son seuil d'immigration, évidemment déterminé en fonction de la protection du français. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Plus ou moins.
Vous savez, le Québec a par le passé augmenté aussi ses seuils et le Québec a été très bon par le passé aussi pour développer des réponses innovantes dans le domaine de l'intégration linguistique. Donc, il y a rien qui dit que l'immigration internationale doit nécessairement être un frein à la survie du français au Québec. Mm-hmm. Il y a des décisions politiques qui ont été prises dans les dernières années qui ont peut-être eu un effet sur la propensité des immigrants à s'intégrer, mais quoique il y a plusieurs chercheurs qui démontrent aussi que le recul du français, surtout à Montréal, c'est pas une fonction de l'immigration, mais c'est une fonction de plusieurs autres forces. Ouais. Donc, je pense qu'il faut peut-être un peu se questionner sur cette idée-là de choix cornélien. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits par le Québec pour faire du recrutement en français et recruter des immigrants dont la première langue est le français. Donc, ça pourrait être possible, à mon avis, pour le Québec d'augmenter ces seuils d'immigration pour se positionner un peu dans la même direction que ce qui se passe au gouvernement fédéral. Ouais. Mais ça, c'est le jeu des acteurs politiques. Oui, je comprends. C'est pas mon métier. Ouais. Toujours sur l'argument de la protection du français, on sait que Québec veut rapatrier tous les pouvoirs en immigration, incluant le programme de rassemblement familial qui relève toujours d'Ottawa. Est-ce que cette demande de Québec, ça ferait vraiment une différence dans la protection du français? C'est une bonne question. Je pense que faut réaliser que le Québec, à l'heure actuelle, reçoit des sommes déjà extrêmement considérables de la part du gouvernement fédéral dans le cadre de son entente de 91 en immigration. Mm-hmm. Et donc, reçoit beaucoup d'argent qui pourrait lui permettre de mettre en place encore plus d'efforts de francisation. Et ces politiques-là, ces efforts-là pourraient déjà offrir aider à offrir des services aux immigrants de la réunification familiale ou aux demandeurs d'asile. Donc déjà, il y aurait une possibilité pour le Québec d'être beaucoup plus interventionniste pour ce qui est de la francisation de ces immigrants-là, sans même avoir un pouvoir de sélection. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que vraiment d'avoir ces pouvoirs supplémentaires-là serait la meilleure façon de répondre à ça? Il y a aussi la question des entrants. C'est-à-dire que c'est plus facile pour le Québec de sélectionner des immigrants économiques qui parlent français, mais le bassin des réfugiés et le bassin de la réunification familiale sont des bassins différents. Il y a peut-être potentiellement moins de personnes dont le français est la première langue. Donc pour moi, ça, c'est pas une panacée aller chercher des pouvoirs supplémentaires. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être explorées par le gouvernement du Québec avant d'aller jusque-là. Oui, quand on apprend justement aujourd'hui que toutes les sommes mises à la disposition par le gouvernement fédéral ne sont pas toutes utilisées par le Québec. Parlons maintenant de l'impact sur la pénurie de logements, parce que ça aussi, ça a été relevé. On sait qu'il y a environ 300 000 nouveaux logements qui sont construits chaque année au Canada. Plusieurs craignent que de recevoir 1,5 million d'immigrants de plus par année, ça viendrait exacerber la pénurie de logements. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être le cas pour l'ensemble du Canada, évidemment? Je vais avouer que ça dépasse vraiment mes domaines de compétences. Mm-hmm. Donc, je fais peu de modélisation sur le marché immobilier. Ouais. Par contre, je pense que ce qu'on entend, c'est qu'il y a des craintes de la part de la population canadienne parce que, en effet, la question du logement et la question de l'accès à la propriété sont devenus des enjeux considérables à l'échelle du pays. Et je pense que ce que ça nous dit finalement, c'est que peu importe l'effet, qu'il soit réel ou qu'il soit craint, mm-hmm. Et ça, je vais laisser encore une fois aux autres spécialistes le soin de commenter. Mais ce qu'il faut faire de la part du gouvernement, c'est vraiment de sécuriser les Canadiens et sécuriser les Québécois aussi sur la façon dont on va pouvoir s'assurer justement que cet influx-là ne va pas créer une grande compétition pour les loyers et aussi que les immigrants eux-mêmes auront accès à des logements. Ouais. Donc, encore une fois, je pense qu'on est dans la continuité, mais ce qu'on voit vraiment, c'est l'augmentation des anxiétés de certains groupes dans la population. Et je pense qu'avec un plan aussi ambitieux de la part du gouvernement fédéral, c'est important aussi d'avoir un plan de communication qui traite de ces anxiétés-là, mm-hmm. les prenne au sérieux et offre des solutions finalement. Ouais. Donc, c'est important, comme vous dites, de rassurer que l'afflux d'immigrants ne va pas amplifier les problèmes déjà existants au Canada. Je vais terminer avec vous, Madame Paquet, sur de façon générale ces nouveaux objectifs du gouverneur Trudeau en matière d'immigration. Bon, 500 000 de plus par année à partir de 2025. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour contrer le déclin démographique au Canada et le
vieillissement de la population? Ouf, c'est une large question. Vous savez, l'immigration, c'est pas une panacée, ça fait partie de l'outil, de la boîte à outils des solutions pour répondre à ces enjeux-là, que ce soit le vieillissement de la population ou les pénuries de main-d'œuvre. J'aurais envie de dire que je pense qu'on doit avoir des cibles aussi ambitieuses si on veut répondre aux défis auxquels on fait face, mais j'aurais aussi envie de dire que ça sera pas assez. Il faut vraiment réinvestir dans la façon dont les gens travaillent, que ce soit l'éducation, l'accès à la formation professionnelle, mais aussi l'automatisation. Faut aussi penser au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler dans les milieux de soins, qui viennent pas dans le cadre de ces programmes d'immigration-là dont on parle, mais beaucoup plus des programmes d'immigration temporaire, et ces personnes-là n'ont pas nécessairement accès à des statuts, donc il faut penser à ça aussi. Donc, encore une fois, je vous dirais, ça m'apparaît comme une des réponses à ces enjeux-là, mais ça ne peut pas être la seule. Une des solutions au problème. Mireille Paquet, politologue à l'Université Concordia, merci beaucoup. Merci. Merci.